Donc moi, je suis Simon Demain, que je coordonne le Centre d'écologie urbaine à SBL à Bruxelles et je suis collaborateur scientifique au Louise Lab à l'ULB. Le projet carbone, il est né d'un autre projet qui s'appelait le projet Phosphore et qui visait à réfléchir au sort des matières organiques alimentaires et végétales de la région de Bruxelles-Capitale. Et donc on a, dans le cadre de ce projet-là, 2017-2020, on a beaucoup travaillé sur les déchets alimentaires et sur la manière de les circulariser. Mais on s'est aussi rendu compte en faisant le diagnostic de la région et des différents flux que les déchets verts en fait étaient un vrai enjeu parce qu'il y avait un export massif de plusieurs milliers de tonnes chaque année hors de la région pour toute une série de raisons qu'on a tenté de mieux comprendre dans le projet carbone. Ça concerne toutes les structures et les entités, on va dire, qui ont à charge la gestion de leurs espaces verts. Donc ça peut être des homes ou des hôpitaux, tout comme ça peut être des communes ou des administrations communales ou régionales qui ont la gestion des parcs, de cimetières et ce genre de choses-là. Toute la gestion de ces espaces verts, elle est soit gérée en interne par les administrations, mais aussi bien souvent sous-traitée à des sociétés d'élagage, de jardinage, qui pourraient aussi bénéficier j'allais dire, des connaissances qui ont été produites par le projet carbone. Alors, sur les coûts, donc il y a plein d'avantages à circulariser les déchets verts, mais écologiques notamment, en termes de revalorisation des profils de fonction, aussi des jardiniers et tout, qui sont quand même avérés. Sur les coûts, c'est plus difficile. Ça a été peut-être la ligne de force, l'élément d'attention qui a été le plus difficile à estimer dans le projet carbone, parce que estimer des coûts de la gestion des déchets verts et de plusieurs flux différents, c'est hyper complexe. En revanche, on sait quand même de manière assez claire que tout ça a un coût certain et c'est un coût d'autant plus important que les quantités, que les superficies d'espace sont importantes, mais aussi on sait que par exemple quand les administrations par exemple communales qui ont à charge certains parcs traitent eux-mêmes leurs déchets et les exportent eux-mêmes pour les amener par exemple dans des compostages industriels ou semi-industriels, ça coûte énormément d'argent parce que ça implique quand on compte en fait le coût de 2 hommes dans un pick-up avec les coûts d'essence, les frais de trajet et les coûts humains, en fait ça chiffre très très vite à plusieurs dizaines, voire une centaine de milliers d'euros pour la commune d'Anderlecht par exemple. Donc là on a quand même des ordres de grandeur qui sont vraiment très intéressants et qui pourraient, je pense, intéresser plein d'administrations en Belgique. Dans la structure des coûts, il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais donc il y a déjà tout ce qu'on va appeler les inputs, donc les choses que les communes achètent, comme parfois du broyat, mais aussi souvent du compost ou des matières pour amender les sols. Et en termes de coûts, il y a évidemment tous les coûts liés à la gestion, donc soit qui sont internes aux communes ou aux administrations ou aux entités, donc, qui sont en fait les ouvriers qu'il faut payer chaque jour pour l'entretien de ces espaces. Et puis enfin, il y a les coûts qui vont plutôt être liés à l'export des matières, qui, comme je l'expliquais, peuvent parfois coûter très cher. Et alors, parfois, tous ces coûts sont sous-traités à un sous-traitant, mais qui, lui, en fait, compte tous les coûts que je viens de citer dans une seule facture, quoi. Parfois, ces coûts sont spécifiés, mais parfois, ils sont, j'allais dire, dilués dans une facture. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est très, très difficile pour les communes de connaître exactement quelle étape coûte combien d'argent. Et c'est un des trucs qu'on a vraiment identifié dans le projet carbone, c'est qu'en fait, la plupart du temps, déjà, les communes ne savent pas les quantités qu'elles produisent et qu'elles exportent. Il y a vraiment une boîte noire hyper importante. Donc là, il y a déjà un enjeu en termes de connaissances qui est hyper important. Et aussi, les communes, dans la majorité des cas, voire la totalité des cas qu'on a analysés à Bruxelles, ne connaissent pas la structure des coûts de leurs déchets, en fait, parce qu'elle est, comme je le disais, très complexe. Donc il y a un vrai enjeu, pour moi, de toutes ces entités, de mieux comprendre, le diagnostic des flux, chaque flux, donc où vont les gazons, où vont les branchages, où vont les feuilles mortes et où vont les gros bois. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic des flux, c'est d'essayer de
d'associer des coûts à chacune de ces trajectoires de flux, en fait, pour essayer de mieux comprendre. Et une fois qu'on a ce diagnostic-là, on peut commencer à faire des propositions pour, améliorer l'environnement ou les questions écologiques, parce qu'il y a plein d'avantages à recirculariser les déchets verts. Et deux, commencer à faire des économies. Bah, une option pourrait être que la commune négocie avec son prestataire de clarifier tous les postes des coûts, ce qui, à mon avis, est très rarement le cas, et ce qui pourrait aider. Ça, c'est une piste. Travailler sur un cahier de charges clair, ou dans lequel on peut aussi intégrer des clauses circulaires. Donc typiquement, il y a moyen d'intégrer dans les cahiers de charges le fait que le sous-traitant, plutôt que d'exporter le broyat, le laisse en tas à des endroits définis et choisis par l'administration, qui pourraient après servir à pailler des pieds d'arbre ou à des dynamiques comme les composts collectifs, par exemple. Donc il y a vraiment moyen d'intégrer des clauses de circularité, on va dire, dans les cahiers de charges. Et là, il y a une piste qui est en fait assez simple, parce que là, on parle d'accompagner des communes qui pourraient prendre en charge elles-mêmes leur gestion en interne, c'est-à-dire pailler elles-mêmes, souffler elles-mêmes les feuilles mortes au pied des arbres, acheter des broyeurs pour broyer le broyat et en bénéficier, acheter des mulcheuses ou des kits mulching pour mulcher les gazons. Mais on peut aussi tout à fait imaginer la même chose, donc une dynamique hyper circulaire d'espace vert circulaire, mais qui soit sous-traitée. Il faut juste alors revoir ensemble de manière, j'allais dire, rigoureuse les cahiers de charges avec lesquels les administrations travaillent. Alors c'est pas illusoire parce qu'on l'a fait dans Carbone, donc, et là pour moi on a été vraiment très loin dans une dynamique, on va dire, intercommunale, dans le partage de certains outils, parce qu'en fait on se rend compte qu'effectivement il y avait certaines machines, notamment pour le compostage à l'échelle méso, donc l'échelle on va dire de plusieurs centaines de tonnes par an par unité, qui n'étaient pas utilisées très fréquemment sur l'année. Et donc il y avait plusieurs machines qui étaient nécessaires pour mettre en place et gérer ces composts méso. Et les communes du projet Carbone ont décidé ensemble de créer des conventions de partenariat et d'échange en quelque sorte de ces machines pour faire en sorte de réduire les coûts d'investissement finalement. Et ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est des outils aussi qu'on peut fournir aux autres administrations à Bruxelles ou en Wallonie qui seraient intéressées, en Flandre, qui seraient intéressées par la tout dépend un peu de l'ambition de ce qu'on cherche, mais pour mulcher les gazons, pailler les feuilles mortes, souffler les feuilles mortes sous les massifs, réutiliser le broyat et le broyer soi-même, c'est vraiment des investissements qui ne sont pas énormes en fait. Et donc il n'y a pas forcément besoin de fonds structurels européens ou régionaux pour faire ça. Sur les dynamiques de compostage méso, c'est des investissements qui sont un peu plus importants au départ, mais qui sont assez vite amortis. Mais du coup, pour les flux dont je viens de parler, donc gazon, feuilles mortes et broyat, pour moi, il n'y a vraiment pas du tout besoin d'investissement massif. Il faut bien comprendre les structures des coûts à l'heure actuelle, parce qu'il y a ça aussi, il faut mettre ça en regard. Et on se rend assez vite compte qu'il y a moyen d'activer des dynamiques d'espace vert circulaire en moins d'un an, je pense. C'est quelques semaines et quelques mois de diagnostic, et puis de la co-construction sur essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, sur quel flux et comment. Et puis les investissements sont en plusieurs semaines et plusieurs mois, et puis le démarrage des pratiques peut assez vite commencer. Donc, ouais, ça peut aller vite en fait. On a surtout eu dans le projet Carbone des formations plutôt sur la valorisation des gros bois, qui nécessite quand même de débiter certains trucs avec de l'outillage. Donc il ne faut pas confier cette tâche à n'importe qui. Et sur les compostages méso, qui est une technique qui n'était pas mise en place à Bruxelles jusque-là, et qui nécessitait quand même de bien comprendre quel type de technologie on voulait et comment retourner un andin correctement. Donc là, avec Carbone, on a fait une visite de toute une série de partenaires, enfin pas de partenaires, d'acteurs qui pouvaient être inspirants à ce sujet, et on s'en est inspiré.